Ouais, ouais, voilà. Il va y avoir des trucs de... Spécialisé dans la réparation J'ai dit que ces mecs-là, en fait, je suis à l'horaire à 5 heures. 45 devant lui, qui est à 11 heures. Et puis il est levé avant 10 heures. Et c'est ouais, quand je me disais, je suis à 22 heures. Il avait... On se produit.
Ça, c'est des lumières de ici. Bah ouais, c'est trop tard. Hein. Mais ouais, mais faut juste que je sache lequel faut éteindre maintenant. Parce que t'as 4 rangs de machin, t'as 4 boutons. Ouais. Du coup, pour éteindre le poil du plateau, là, faut tirer celui-là ou... Non. C'est celui-là. C'est celui-là? C'est le dernier. Les hachette sont allumées? Non, je les ai ramenés ici parce que ce sera qu'à la fin. Ah, le mec de petit débondeur. Ouais. C'est bon. Un bouton, ça vous reste. Tiens.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Ronan Pichon, je suis conseiller municipal délégué au numérique à la ville de Brest et vice-président à Brest Métropole délégué au numérique. Et c'est à ce double titre que j'ai le plaisir ce soir de vous accueillir dans cette salle et aussi d'accueillir Gauthier qui fera l'essentiel de l'exposé. Juste quelques mots en préalable pour rappeler que la conférence de ce soir s'inscrit au croisement de plusieurs actions portées par la ville et la métropole de Brest. Elle s'inscrit dans le cycle qu'on a nommé Culture numérique, qui est un cycle de conférences qui est destiné à alimenter la réflexion, la connaissance, les savoirs sur divers aspects du numérique, puisque aujourd'hui le numérique n'est pas seulement un enjeu important, c'est un objet qui traverse l'ensemble de nos vies et l'ensemble des aspects de nos vies. Et c'est aussi une conférence qui s'inscrit dans la trajectoire du travail autour de Climat Déclic, qui est le travail qui est porté depuis des années aussi par Brest Métropole autour de la réflexion de comment mobiliser pour enfin engager des actions pour répondre aux enjeux du changement climatique et si possible l'atténuer avec nos moyens. Donc c'est ce croisement qui fera la richesse de l'exposé de ce soir et la richesse des échanges qui suivront. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir des discussions approfondies. Je remettrai juste un tout petit peu l'accent sur l'aspect culture numérique, parce que c'est celle que je porte depuis quelques temps. C'est aussi aujourd'hui une des briques, un des pavés que l'on pose dans un chemin qu'on a nommé les chemins de la coopération, qui nous amèneront début juillet, je l'espère, si les conditions sanitaires le permettent, d'organiser à Brest une nouvelle édition du Forum des usages coopératifs que l'on organisait traditionnellement tous les 2 ans. On n'a pas pu organiser cet été pour les raisons que l'on sait et que l'on souhaite placer à l'occasion de la prochaine édition sous l'angle du croisement des transitions. C'est un forum où on parle beaucoup de numérique, mais justement ce sera l'objet un petit peu de ce moment de début juillet, qui sera repenser le numérique en faveur des transitions, enfin le croisement des transition numérique, transition écologique, transition sociale et sociétale aussi. Et c'est un enjeu que j'espère qu'on aura l'occasion de recroiser plusieurs fois au cours de l'année dans différents débats, différentes discussions, et puis avoir ce temps fort début juillet au Forum des usages coopératifs. Donc je vais maintenant laisser la parole quand même à Gauthier qui viendra justement nous faire cet exposé sur réinventer le numérique au service des transitions. Je pense que c'est un élément important et essentiel aujourd'hui pour pouvoir avancer et pour pouvoir participer au débat de société qui se développe sur des enjeux essentiels. Donc merci Gauthier, si tu veux bien prendre la place. Merci. Test, parfait. Oula, oui. Donc j'ai un peu la bougeotte, donc j'ai pris un micro-cravate. Non pas que j'ai le charisme d'un conférencier TED, mais c'est juste parce que j'aime beaucoup bouger. Alors, je vais mettre sur la présentation. Tac. Donc ce soir, on m'a demandé d'intervenir en fait sur cette croisée des mondes et qui est à la fois le fait de penser la Terre en train de changer, et aussi une infrastructure unique sur Terre qui est le numérique, qui aussi amène son lot de questions.
Du coup, moi, pour ce soir, je me suis fixé plusieurs objectifs. Le premier étant que, vu le contexte actuel autour des débats sur une certaine infrastructure télécom, j'aimerais aussi prendre du recul par rapport à la question, parce que aussi j'étais impliqué dans cette question, et dézoomer un peu sur ce qu'on pense des conditions de vie sur Terre, et comment on réintègre le numérique dans cette question. Et aller un peu, avec, j'espère en tout cas, beaucoup d'humilité, et surtout en vous rappelant le fait que moi j'ai une double posture, que j'ai une posture à la fois de concepteur de services numériques et aussi de chercheur. Ce qui fait que j'ai des doubles casquettes, ce qui fait que je suis jamais très à l'aise avec la question, avec le fait d'être certain de quelque chose. Par contre, je me pose plein de questions. Donc, l'idée étant aussi d'apaiser dans le sens où il faut mieux qu'on se pose des bonnes questions plutôt que d'avoir des mauvaises réponses. Le deuxième point, c'est donc je vais vous décrire le cadre, qui sera plus un cadre climatique, ou en tout cas planétaire. J'aime beaucoup faire ça, j'aimerais bien vous reparler de l'infrastructure numérique, parce qu'en fait on la connaît assez peu, et on va faire un petit tour ensemble de ce qu'est le numérique en fait, matériellement. Et expliquer aussi ce qu'on en comprend en termes d'impact environnementaux, parce que c'est compliqué, c'est une infrastructure qui est jeune, et il y a encore tout à découvrir. Et je vous présenterai des projets en train de se faire, avec toutes les choses dont je vous parle d'un point de vue théorique, voir comment ça s'applique en pratique. Et je vais jouer avec des exemples bretons, du coup, étant très démagogique. Et finalement, il y aura une dernière petite partie sur où va le débat, en fait, où devrait aller l'action publique face à ces enjeux. Donc la première chose, c'est bien sûr d'apaiser, parce que du coup, c'est en train d'empirer. Et en fait, on est pris dans une hystérie collective où finalement les ressources, les informations, les positions, les prises de point de vue s'entremêlent. Et en fait, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va. Et en fait, il est important de prendre du recul par rapport à ça et de se dire en fait qu'on est dans une démarche de compréhension pour, au-delà de la 5G, comprendre où on veut aller avec le numérique en fait. Quel modèle de développement on veut aller avec le numérique, c'est ça en fait la vraie question qui se pose derrière ce débat actuel. Et c'est pas grave d'avoir des débats en fait. C'est pas grave d'en parler, c'est pas grave de ne pas être d'accord. On peut être d'accord sans être en conflit. On peut être en conflit quand c'est nécessaire. Mais en tout cas, moi, ayant travaillé sur la question de la 5G, ayant commis un rapport qui a servi à beaucoup de personnes qui sont plus anti-5G, j'ai été aussi pris dans le marasme des réseaux sociaux, des médias, etc. Et c'est important aussi pour moi de ne pas me placer comme un expert, parce que c'est dur d'être expert d'un domaine qui bouge en permanence. C'est dur d'être expert sur une infrastructure qui est compliquée. Par contre, moi je me spécialise là-dedans, donc c'est différent. Je suis spécialiste d'un domaine en train de bouger, si vous voulez. Donc je ne sais pas vraiment où on en est. Donc la première chose, c'est intéressant de parler du numérique, mais il faut déjà savoir où est-ce qu'on le situe. Il faut quand même se rappeler qu'on vit une période assez exceptionnelle, en tout cas qui est unique sur Terre, qui est la question du fait qu'on a extrait et usé massivement des ressources fossiles, qu'on a produit et utilisé massivement des nouveaux matériaux qu'on ne produisait pas avant, le plastique, le béton, des nouveaux types d'aluminium, qu'on a massivement utilisé du phosphate et de l'azote, notamment dans les questions de nos élevages et de l'agriculture. On est en train de créer de nouvelles zones géologiques sur Terre, à base de déforestation, d'excavation minière, de barrages hydrologiques. On a une empreinte conséquente sur Terre, qui est sûrement une des plus grosses empreintes aujourd'hui. Donc cette question d'avoir l'homme, enfin plutôt on va dire des sociétés humaines spécifiques, avec des organisations spécifiques, ont créé une empreinte spécifique sur Terre, qui fait qu'aujourd'hui, on doit remettre en question beaucoup de choses. Donc il faut se remettre en question, il faut penser le numérique aussi par rapport à cette empreinte qui n'est pas soutenable, et qu'on doit réarticuler en fait. Et on doit réarticuler le numérique dans ce mouvement. Alors c'est des nouveaux types de roches qui se forment sur Terre, on appelle ça des plastiglomérats. C'est fait partie de l'empreinte de l'homme en fait. Le plastique étant une matière issue de l'industrie pétrochimique, elle ne se forme pas par des sédimentations naturelles. Mais aujourd'hui, il s'avère que maintenant on a créé des nouveaux sédiments, qu'on le veuille ou non,
qui agglomèrent à la fois du plastique dans des roches, notamment plus vers les plages d'ailleurs. C'est le marqueur en fait de notre empreinte sur Terre. C'est ce que nous dit ce rocher. En fait, ce rocher nous dit autre chose, qui sont pas forcément, on va dire, qui sont pas forcément durs à entendre, moi de mon point de vue. Probablement, c'est de dire que les conditions de vie sur Terre sont en train de changer. Elles changent en permanence. Le problème, c'est qu'elles changent très vite, trop vite sûrement. La deuxième chose, c'est que nos modes de production, et la façon dont on pense aux modes de production doivent changer. Et nos capacités matérielles de production, toute l'énergie, les ressources, les infrastructures, les chaînes d'approvisionnement sur lesquelles reposent nos activités humaines, notamment de production, ne sont pas garanties. Donc il faut savoir comprendre comment on réarticule ce qu'on va appeler les capacités matérielles de production. Et savoir aussi est-ce qu'on va produire autant aussi. Ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'il faut faire, dans un premier temps, faire émerger des modes de vie soutenables. Et avant de faire émerger des modes de vie soutenables, il faut déjà les imaginer. Et il faut être en capacité de savoir à quoi ressemblent il faut organiser la transformation de système entier. De l'économie, des transformations surtout économiques, énergétiques, de transport, d'habitation, d'agriculture. Ça, il faut l'organiser. Et alors, dans ce double axe de transformer nos systèmes et de faire émerger les modes de vie soutenables qui vont avec, il faut savoir comment on le fait pour que cette transformation permette à chacune et à chacun de vivre une vie digne, en fait. C'est la question qui referme le tout, qui est finalement la plus importante. Comment on fait pour que chacun soit inclus dans ces transformations? Moi, c'est de ce point de vue très général que je vous expose, que je pense aussi le numérique, en fait. Et d'un point de vue très opérationnel, aujourd'hui, donc vous le savez tous, les accords de Paris nous fixent un cadre sur un facteur parmi d'autres. Parce qu'il y en a plein d'autres. On est en train de vivre, on a commencé une extinction de masse de la biodiversité, on a les questions de l'acidification des océans. Il y a un facteur qu'on arrive mieux à quantifier, donc du coup on l'utilise, c'est du coup le carbone, en tout cas l'équivalent carbone, qui fait qu'on est sur une trajectoire, on va sur une trajectoire, on n'y est pas. Où d'ici 2030, on a 5 tonnes équivalent CO2 par habitant, en 2050, on a 2 tonnes nettes, et en 2010, on a 0. En tonnes nettes, ça veut dire qu'on a aussi des capacités d'absorption du CO2, même si ça reste controversé. Alors c'est un graphique un peu compliqué, je le mets quand même. En gros, il faut quand même vous dire que nous, aujourd'hui, on part de 11 tonnes. Et d'ici 2050, il faut qu'on soit à 2 tonnes. Donc il faut qu'on aille à soustraire d'une façon ou d'une autre à peu près 9 tonnes. Sur un seul facteur. Et on n'a pas encore fait le reste. Donc il y a aussi la question de où s'articule l'acte individuel et l'acte collectif. C'est très facile de culpabiliser les personnes sur l'acte individuel afin de ne pas transformer un système. Du coup, il faut aussi comprendre où se situe notre capacité d'action d'un point de vue individuel, mais aussi quand c'est qu'il faut se battre au niveau politique pour transformer un système, qu'on soit citoyen, élu ou autre. Donc bon, c'est un graphique qui est compliqué, c'est très compliqué de savoir en fait où est la frontière, mais en tant qu'individu, on fait assez peu de choses en fait. Je peux changer beaucoup mon mode de vie, mais d'un point de vue comptable, donc je parle juste d'un point de vue comptable, on peut faire peut-être 25% du chemin. Le reste, c'est des questions de système, des questions de décarboner le transport, décarboner l'industrie, décarboner l'agriculture. Et là c'est là où se situent les enjeux politiques. Après, c'est s'articule spécifiquement en fonction du territoire, donc là on est sur des moyennes, il faut faire très attention. Et au même titre qu'on est sur des moyennes, donc c'est des statistiques qui n'ont aucune pertinence par rapport à une réalité individuelle. Les statistiques, c'est toujours comme ça. Il faut aussi dire que dans notre moyenne de 11 tonnes par an par habitant d'équivalent CO2, il y a des gens, parmi les plus pauvres en France, qui sont plus à 4 tonnes. Les plus riches, apparemment les 10% les plus riches d'après Piketty, Chancel, ils seraient plus au-delà des 32 tonnes. Donc il y a des questions d'équité sociale dans cet article-là. Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont à 4 tonnes et qui sont parmi les 10% les plus pauvres de France. Leur mode de vie n'est pas soutenable pour autant. Il y a des questions quand même de dignité à avoir là-dedans, de pouvoir d'enrichissement personnel, d'épanouissement personnel. Donc c'est un exercice très complexe dans lequel doit s'inscrire le numérique, qui est inclus dans le petit carré, qui est la couleur verte, parce que ça compte en biens et services. Donc il faudra aussi qu'on apprenne à squeezer cette petite chose verte, et c'est
Important parce qu'en fait, pourquoi on parle de numérique? Parce que en fait, l'agriculture en France, c'est quand même un gros vol en valeur absolue de CO2, les transports, le bâtiment, enfin le chauffage. Alors pourquoi on parle de numérique? Alors que c'est pas le plus gros secteur en valeur absolue. Ça, je vous expliquerai plus tard. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que le numérique, en fait, c'est quelque chose qui est transverse à plein de secteurs et qui va être aussi inclus dans une transformation globale. Ça va. Donc moi, ma question, en fait, finalement, c'est de me dire à quoi ressemble le numérique dans un monde qu'on arrivera à maintenir à 1,5, on n'y arrivera pas a priori, mais en plus, donnons plutôt 2 degrés. À quoi ressemble le numérique là-dedans, en fait? Parce qu'aujourd'hui, tel qu'il est structuré en moyenne, ça rentre pas, en fait. Ça rentre pas. Donc à quoi ça ressemblerait dans ce monde qu'on souhaite faire advenir? En tout cas, il faut se battre pour arriver à 2 degrés, non pas arriver à 3 ou à 4. Donc ça, c'est la première question. Ce qui implique un retournement que je trouve intéressant, qui est de se dire, plutôt de se poser la question, enfin, on peut se la poser, mais plutôt uniquement penser à quel monde est possible grâce au numérique, dire aussi que finalement, quel numérique est possible, les contraintes que je me donne, en fait. C'est-à-dire que le monde selon Google m'intéresse assez peu. Par contre, à quoi ressemble le numérique en Bretagne en 2030, en plein plan climat, c'est intéressant de savoir à quoi ça sert. Où est-ce qu'on peut l'activer? Où est-ce qu'il ne sert à rien? C'est comme ça aussi qu'il faut se poser la question, parce que ça implique d'arrêter d'avoir une vision universelle de ce qu'est le numérique pour aussi réintégrer des contraintes territoriales fortes, en fait. Ce qui est aussi un autre point que je choisirai plus tard. Donc voici d'où on part. En fait, voici le cadre dans lequel en fait, se situe l'exercice d'analyse auquel je me livre avec vous. Et maintenant, j'aimerais qu'on fixe de ce dont on parle, parce que le numérique, ça veut dire plein de choses et n'importe quoi. Donc généralement, on va avoir 2 pôles dans le discours. Bon, c'est très grossier, hein, comme je me plains de la progression du débat, mais j'avoue que sur cette partie, j'en suis un peu coupable. D'un côté, on va me dire, oui, le numérique dématérialise. Bon, ça existe jamais de dématérialiser quelque chose. On a juste rematérialisé plus loin autre part. Mais on ne dématérialise rien. Il y a toujours des enjeux matériels derrière chaque infrastructure. Et alors, donc, du coup, on va me dire, dans ce sens, plus de numérique, c'est forcément mieux. C'est une position assez courante de militants techno-optimistes. Et puis, on va me dire une autre chose. Alors là, c'est plus au niveau international qu'on va me le dire. On va me dire, le numérique permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les autres secteurs. Donc, c'est bien. Donc, il faut le faire dans tous les cas. Et dans tous les secteurs, ça marche, au moins de 15%, voire 20% parfois. Parce que soit on fait de l'efficacité grâce au numérique, soit on augmente, on est plus pertinent sur les chaînes de production, on automatise, ou soit on substitue. En disant, typiquement, c'est vrai, lorsqu'on télétravaille, on enlève aussi les émissions de carbone liées au transport. Lorsque j'ai mon téléphone, je peux jouer avec, donc j'ai besoin de consoles de jeux vidéo. Ça ne marche pas forcément comme ça, pas tout le temps. Mais de l'autre côté, moi je me pose la question de me dire l'empreinte environnementale. Vu dans le cadre décrit, on peut se dire que moins d'empreintes, quoi qu'il en soit, c'est forcément mieux, a priori. Et bien on pourrait aussi me dire que c'est une prise de position qui est de dire par défaut les effets négatifs du numérique vont toujours surpasser les effets positifs. Ce qui est parfois complexe. On va dire, en fait, si on optimise un processus, on va augmenter la consommation, en fait, ça ne marche pas. Et on va aussi dire, en fait, on ne substitue pas avec le numérique, on empile. Et c'est vrai qu'on empile beaucoup plus qu'on substitue finalement. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ces 2 positions, c'est de me dire, d'un côté, ça ne me dit pas où est-ce que le numérique est pertinent. Parce qu'il me dit que c'est pertinent partout. Ça n'oriente pas ma décision, en fait. Ça me dit juste de ne pas regarder. De l'autre côté, c'est vrai que mon empreinte, c'est mieux. Mais est-ce que on pourrait aussi utiliser le numérique, parfois, pour réduire l'empreinte des autres? Est-ce que c'est possible? Il faut se poser cette question aussi. Parce qu'en fait, malheureusement, qu'on le veuille ou non, qu'on aime le numérique ou pas, l'infrastructure, elle est là. Elle a été construite, et on hérite d'elle, qu'on le veuille ou non. Et donc, ça, qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'on hérite? Alors, si on peut le réorienter pour accélérer la phase de transition, tant mieux, faisons-le. Et ça, il faut savoir où, en fait. C'est toujours pas où est-ce que c'est utile. Donc c'est ça en fait qui me pose la question, c'est de dire en fait comment on fait les arbitrages dans le numérique. Parce que d'un point de vue comme dans l'autre, moi je sais toujours pas où est-ce que ce serait pertinent en fait. On ne dit pas. Donc il faut se poser la question. Oui, et j'ai pas la réponse.
Donc je me pose la question, je pense qu'on m'a posé pendant un petit peu de temps à mon avis. Donc c'est ce que je mettais ici en fait. Une réduction de l'empreinte environnementale du numérique va être sûrement nécessaire. Aujourd'hui, il est quand même trop élevé par rapport à l'objectif de degré. Et comment j'arrive à savoir où est-ce que c'est intéressant de continuer à en faire ou peut-être même de l'améliorer. Et c'est une question vraiment complexe pour moi, et on va essayer de l'ouvrir ensemble. Parce qu'en fait, le numérique, ça ne ressemble pas à ça. J'aime beaucoup cette illustration, j'aime bien la mettre à chaque fois. Le numérique, on ne plante pas des iPhones. On n'arrivera pas à faire des mines éco-responsables, ça n'existe pas les mines propres. Et il n'y a pas de saisonnalité. Enfin, en tout cas, pas d'un point de vue écologique. Donc on ne peut pas se dire qu'on arrivera à faire du numérique propre. Ça n'existe pas. On peut faire du numérique moins sale. Ça, pour nous, c'est possible. Et on peut se dire, on fait du numérique sale, à quoi il sert? Pour réduire l'empreinte dans 2 secteurs. En fait, là, vous avez le début du numérique, tel que, alors, grand numérique, on va dire de l'infrastructure. Enfin, à partir de cette slide, je vais vous parler du numérique en tant qu'infrastructure matérielle. Il faut retenir ça. Donc, le début de cette infrastructure, elle se situe ici, avec des carottages de géologues. On explore les sols pour définir de la concentration de métaux dans un sol qui servira à l'extraction, donc à la production de matériel. Et vous voyez, le numérique en milieu de vie, lorsqu'il était alloué en tant qu'ordinateur portable. Le numérique commence toujours dans une mine. Il faut toujours se le rappeler, comme beaucoup d'infrastructures d'ailleurs. C'est pas que le numérique. Et ça laisse des empreintes. C'est pas, on ne rebouche pas les trous en fait derrière nous. On modifie fondamentalement des paysages. J'aime beaucoup, c'est un projet photographique de Dylan Marsh qui va dans des sites de mines qui ont été fermés parce que les filons sont éteints. Et il va modéliser en 3D, c'est la sphère que vous voyez au milieu, l'ensemble des minerais qui ont été extraits du site. Donc là, vous voyez une boule de 6500 tonnes de cuivre dans ces zones d'extraction. Et donc, qui est un peu plus profonde, on va pas être le lac. Mais il faut aussi rappeler que le numérique, enfin, là où commence beaucoup d'infrastructures, dont le numérique, il a des empreintes qui resteront pendant des centaines, voire des milliers d'années. Que ce soit vers la question géologique ou la question même de la pollution des sols, des nappes phréatiques, du mercure et des différents entrants chimiques qui sont le résultat des opérations de minage. C'est une chaîne d'approvisionnement très complexe. Faire un téléphone, ça mobilise plus de 200 partenaires, que ce soit des mines, des fondeurs, des acheteurs, des revendeurs, des assembleurs, des créateurs de composants. Voilà. Et là, c'est juste sur un téléphone, qui est le Fairphone 2, qui est un téléphone qui essaie d'être un peu plus propre quand même. Mais c'est extrêmement complexe et par nature, le numérique, par l'intensité de métaux et l'intensité de ressources qu'il met en jeu, c'est l'infrastructure la plus intense en termes de matière et d'énergie du monde. Et surtout, elle est profondément globalisée. Le numérique n'existe pas au niveau. En tant qu'infrastructure matérielle, il n'y a pas de numérique local. Sauf qu'on est tous sur place, ça ferait beaucoup de mines. Et typiquement, une autre empreinte, finalement, c'est la création, ce qu'on laisse derrière, autant à la fabrication. Ce que vous voyez là, c'est le lac Baotou, qui est en Mongolie intérieure, au nord de la Chine. C'est ce qu'on appelle un crassier. C'est là où on met les rejets industriels. C'est là où on va verser les rejets industriels d'une usine qui purifie des terres rares. Vous avez sûrement entendu parler. Et donc bon, là, il n'y aura plus beaucoup de vie avant quelques centaines d'années, voire des milliers. Mais c'est aussi là où se situe l'empreinte, et même si donc, elle est loin de nous, on pourrait croire qu'elle est dématérialisée, mais elle est pourtant très réelle. Au même titre, j'ai aussi mis des effluents, donc c'est des hydroxydes qui viennent d'une mine de charbon. Le numérique, c'est aussi de l'énergie. Donc c'est-à-dire que l'extraction de matière énergétique est aussi incluse dans le numérique. Et ça, c'est un aspect très important qu'on ne sait pas trop, mais en fait, le numérique n'existe pas. Et en fait, la plupart du monde moderne n'existe pas sans des semi-conducteurs. Donc c'est des transistors qu'on met en semi-conducteurs et après qui ont donné des circuits intégrés. À peu près plus de 60% des circuits intégrés que vous trouverez partout autour de vous viennent de Taïwan. Il y a les 2 plus grandes fonderies du monde. Il y en a 3 dans le monde, qui sont des très grandes fonderies, il y en a 2 qui sont à Taïwan, qui en fait aussi bizarrement des objectifs géostratégiques pour pas mal de nations. Et en fait, c'est là que se situe le numérique. C'est ici qu'on crée la puissance de calcul, de stockage, de conduction de l'électricité qui amènera à stocker l'information, à la calculer. Et c'est l'industrie clé en fait, du numérique, tout simplement. Je ne me lancerai pas dans l'explication de comment fonctionne un semi-conducteur, mais c'est très intéressant, je trouve ça incroyable.
Un centre de données, un data center, c'est un bâtiment que vous retrouverez beaucoup plus dans les zones périurbaines, en banlieue, pour plusieurs raisons. En fait, un data center, ça va s'installer de façon très proche d'un poste de distribution électrique d'Enedis, parce qu'on a besoin d'avoir de l'électricité à la source en grande quantité, et proche des grandes autoroutes de la fibre, ce qu'on appelle les dorsales d'Internet. Typiquement, à Paris ou dans Paris, en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de data centers parce qu'ils sont proches de l'autoroute 1, la A1, qui va vers les Pays-Bas, et qui, le long de l'autoroute, a un réseau fibré. Ou si vous êtes dans le sud de Paris, en fait, il y a des data centers parce qu'il y a l'A12, avec aussi l'autoroute de la fibre, sur laquelle on peut se brancher, donc on a des plus faibles latences et plus de connectivité. Un data center, en fait, c'est quelque chose qui va manger de l'électricité et du froid, soit sous forme d'air, soit sous forme d'eau, qui va traiter des données, qui ressort des données et qui ressort de la chaleur. Donc ce qu'on fait de la chaleur, ça c'est une autre question. Et ce qu'on fait de la consommation électrique. Un data center qui s'installe dans un territoire, c'est pas anodin. Un gros data center qui s'installe dans un territoire, ça pose beaucoup de questions. Nous en France, ça en pose moins parce qu'on a moins de... Enfin, pour refroidissement, on peut faire avec de l'air, on y arrive, dans pas mal de cas. Ou sinon, par d'autres méthodes de refroidissement, on n'a pas une grosse consommation d'eau sur le data center. Donc c'est moins problématique. En Californie, c'est tout à fait autre chose. Il y a beaucoup de gens dans la rue qui font la maintenance des systèmes et qui font l'installation. Si vous avez de la fibre dans votre... vous installez la fibre chez vous, il y a des gens qui viennent dans votre cave pour vous brancher. Alors là, c'est à Genève, donc c'est une station particulière. Mais en fait, c'est plein de tableaux dans la rue, en fait. Et la fibre circule beaucoup sous nos pieds. Et en Bretagne, par contre, elle est plus en aérienne, notamment dans les zones périurbaines ou rurales. Mais en fait, c'est aussi ça, un tableau, il y en a plein dans la rue, et c'est là où on crée les raccordements entre vous, votre maison, et le réseau fibré qui va jouer au data center de votre fournisseur d'accès. Et aussi une autre partie que j'aime beaucoup, c'est les câbles sous-marins. Donc, comment vous accédez à une donnée qui est stockée aux États-Unis, depuis la Bretagne. Vous passerez par un câble sous-marin qui fait à peu près 10 cm de diamètre, comme ça. Et à l'intérieur, il y a là, vous voyez 4 fibres. C'est avec ça qu'on fait transiter l'information entre deux continents. C'est quand même assez impressionnant. Moi, je suis toujours très surpris qu'on arrive à faire tout ça avec si peu de choses de cette façon. Et pour poser des câbles sous-marins, il faut des câbliers. Donc des navires dédiés, notamment Orange a une flotte de câbliers qui est assez sympathique, où on va dérouler du câble. On traverse l'Atlantique, on déroule. Et donc il faut réparer ces câbles. Donc il faut des plongeurs parfois, sinon des robots. Donc là, c'est plus un câble qui porte de l'électricité. En fait, on a des câbles mixtes avec électricité plus fibre, ou soit que fibre, soit électricité. Donc là, c'est Navy Seals qui sont en train d'enlever la note de zinc sur un câble sous-marin. Les principaux accidents qu'on a avec les câbles sous-marins, c'est navires de pêche, ou navires simplement qui vont poser l'ancre sur le câble. Parce qu'en fait, quand il est dans le fond marin, il n'y a pas trop de soucis, mais dès qu'il remonte au fur et à mesure vers la côte, là, à partir du moment où il essaie de prendre dans une ancre ou essaie de prendre dans un filet, on a toujours un problème de câble, et dans le monde, il y a un accident sur un câble sous-marin à peu près 1 fois par semaine. Et alors, il faut bien en avoir plein, parce que si on en a un qui saute, il faut bien avoir de la redondance. Donc ça ressemble pas à ça, hein. C'est beaucoup. Au total, on a à peu près 12 millions de kilomètres de câbles posés dans les fonds marins. Ça demande beaucoup d'argent d'ailleurs. Donc qui contrôle les câbles contrôle beaucoup de choses, il faut aussi se le rappeler. C'est l'infrastructure matérielle, donc il faut toujours faire attention à qui possède l'infrastructure. Alors, j'ai quand même regardé plus près pour vous. En fait, la Bretagne est quand même un endroit historique où on fait transiter l'information entre l'Atlantique et entre l'Amérique du Nord, côte Est, et la France. Donc vous avez 3 points d'arrivée, d'atterrissage de câbles à Lannion, à Pellerin, je crois, Perrin, et je sais, Benmarc. Ouais, pas mal. Je suis vraiment très mauvais en breton. Donc voilà, c'est ici que vous arrivez aux arrivées de câbles. Donc une grande partie du réseau français va transiter là-dessus lorsqu'il cherche des données aux États-Unis, par exemple. Le câble que vous voyez partir au sud, en fait, c'est le ACE, c'est le Africa to Europa, quelque chose comme ça, qui va connecter toute la côte ouest de l'Afrique. Il y a un câble, alors il fait, je crois, 14 000 km celui-là. Il y en a un autre qui part jusqu'au fin fond, jusqu'en Asie du Sud-Est, qui fait 39 000 km, qui s'appelle le Signe 8.3. Et il faut à peu près 1 à 2 milliards de dollars pour
licences 5 comme ça. Donc on crée des consortiums pour financer ça. Les GAFA commencent très sérieusement à financer leur propre câble, ce qui pose aussi la question de neutralité d'Internet, mais ça c'est une autre question. Les antennes, alors j'aime beaucoup ça. Alors c'est une antenne là, que j'ai pris en photo à côté du village de mon père dans le Cantal. Ça c'est un gros équipement plus en zone rurale, avec 4 opérateurs, 2G, 3G, 4G, faisceau hertzien, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Et après là c'est plus en zone urbaine. En Bretagne, si vous cherchez du réseau, il faut chercher un château d'eau. Toutes vos antennes sont sur des châteaux d'eau. Parce qu'en fait, c'est en tout cas en zone intérieure, sur les côtes c'est autre chose, mais parce que c'est vos seuls points hauts en Bretagne. Et oui, et bien sûr les HLM, mais en tout cas, moi étant plus dans les monts d'Arrée ou au Finistère Sud, je sais qu'il y a un château d'eau égal du réseau. En tout cas, donc, vous pouvez maintenant vous savoir à quoi ressemble une antenne. Hein. Tout simplement, c'est un grand rectangle blanc qui vous fournit votre connectivité. Et en fait, une antenne, c'est un accès à la fibre. Donc, une antenne permet juste le dernier kilomètre entre vous et un réseau fibré. Là, vous ne le voyez pas, mais en fait, juste en dessous de cette cabane, il y a la 75, entre Clermont et Montpellier. Du coup, il y a tout un gros réseau fibré. C'est pour ça qu'on peut mettre une cahute comme ça en plein cœur du Cantal. Vous, par exemple, autour de vous avez pas mal d'antennes. Enfin, pas mal, c'est relatif. Vous allez voir, donc là, on a SFR et Free, là, il y a Orange, il y en a plein. Donc, vous savez, partout autour de vous, il y a des faisceaux hertziens. Et c'est comme ça que, par miracle, vous avez du réseau sur vos téléphones, sauf dans cette salle. Il faut partir mon code SMS pour connecter au Wi-Fi. Et finalement, au bout de tout ça, en fait, il y a nous. Donc aussi, on est autant au début qu'à la fin de cette infrastructure, et qui pose finalement une question. Là, je vous ai décrit l'infrastructure matérielle, mais ça, après, c'est une partie de ce qu'on appelle le numérique. Mais dans cette présentation, j'aimerais me concentrer sur un numérique très particulier qui est celui de nos usages quotidiens, qui est majoritairement celui des GAFA. En fait, nous ne sommes majoritairement que des services américains. Et donc, c'est spécifiquement ce numérique dont je parle aujourd'hui, et je vais me détacher de tout le reste. En tout cas, vous connaissez le matériel avec moi, et maintenant, en termes d'usage, on va plus parler de GAFA. Il faut se dire qu'en fait, les principales corporations en fait, qui aujourd'hui proposent la plupart des services que nous utilisons, en tout cas en termes de volume de données, ce sont avant tout des gens qui vendent de la pub. En fait, c'est un triptyque qui consiste à créer de l'engagement en ligne à travers des actualités dans un fil d'information, une vidéo, etc., qui permet de récolter des données plus ou moins précises sur vos intérêts, vos préférences, on peut interpréter ce que vous aimez, et finalement vendre soit de l'espace publicitaire, soit des produits. Il y a plein de façons de faire du numérique. Ça, c'est une façon qui est, on va dire, un numérique américain grand public et à la fois professionnel, parce qu'il y a aussi des services professionnels là-dedans, mais qui est juste une façon de faire du numérique. Mais aujourd'hui, en termes d'usage, on va dire 80% du trafic français, me semble-t-il, c'est que des services américains. Il faut aussi se rendre compte. Donc c'est-à-dire que 55% c'est Google, Akamai, vous ne connaissez pas, mais qui a une grande poids du numérique. Enfin, peut-être que vous connaissez, Google, Akamai, Netflix et d'autres, je ne me souviens jamais. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous, on mange plutôt américain, clairement, en termes de numérique. Et il y a une autre partie que je trouve importante, en fait, c'est la consommation, enfin, c'est la livraison de téléphone. Il faut aussi se rappeler que chaque année, alors maintenant c'est un peu moins, mais on a livré en 2019 1,366 milliard de smartphones. Et sachant qu'on estime qu'on a à peu près, on va dire, si je fais une moyenne, on a à peu près 4 milliards d'utilisateurs de téléphones sur Terre, de smartphones sur Terre. Donc en fait, on renouvelle le parc à peu près tous les 3 ans. Un peu moins tous les 3 ans d'ailleurs, d'un point de vue théorique. Et on estime, je crois qu'il y a 5 milliards de smartphones actifs dans le monde, parce qu'il y a aussi des gens qui en ont plusieurs. Il faut se poser des questions. La plus grosse empreinte du numérique va se situer sur ce type de points, en fait. Je reviendrai plus tard là-dessus, mais aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'un téléphone en France, je crois que c'est 23 mois. 23 mois. C'est lié à plusieurs choses, en fait. C'est lié au modèle économique des opérateurs. On propose un renouvellement au bout de 24 mois.
c'est lié à l'obsolescence, à l'obsolescence des matériels, parce que matériellement, le téléphone ne va pas bouger. Par contre, les applications qu'on va mettre dessus, les mises à jour qu'on va avoir, vont faire que ça va donner plus de puissance que le téléphone ne pourra pas augmenter. En tout cas, il ne pourra pas augmenter ses capacités. Et donc, on a les smartphones, on a les tablettes, les ordinateurs, les télévisions grand écran sont aussi une grosse source d'impact. Donc, c'est plus ce modèle que j'aimerais interroger. Donc, c'est à la fois en termes d'usage, une grande consommation liée à des services très spécifiques, notamment américains, et à la fois une production matérielle d'objets, grand public, qui est pour le coup insoutenable dès le départ. On ne peut pas continuer à faire 1,4 milliard de smartphones par an. En fait. On ne pourra pas tenir très longtemps à ce rythme-là. Enfin, si on peut tenir très longtemps, mais au dépend de qui et, en fait, et au bénéfice de qui. C'est toujours la question à se poser. En termes d'usage, du coup, ça fait qu'on est plus ou moins, si on prend le flux de données mondial, là au niveau mondial, c'est le trafic des données. Ce ne sont pas les impacts. On vous dit juste, voici le type de données qui sont utilisées sur l'Internet mondial, sur le trafic IP mondial. C'est beaucoup de vidéos en fait, parce qu'en fait c'est les médias qui ont le plus gros poids. Bon, je pense que c'est pas très surprenant pour vous, mais finalement tout le reste des usages, c'est plus de 20%. Donc les vidéos en ligne, c'est des vidéos qui vont être enregistrées, diffusées par plein de personnes. Autre vidéo, ça peut intégrer à la fois des caméras de surveillance, du Skype, tous les flux de vidéos qui sont non enregistrés, si je me souviens. Et finalement, donc, dans ce qui nous reste de la vidéo en ligne, le premier pôle, donc 34%, 60%, ça va être donc, la vidéo on demand, donc, je crois que c'est Amazon Prime, ou Netflix, des choses comme ça. La pornographie. On dit tubes au pluriel, en fait c'est majoritairement YouTube, et autres c'est majoritairement des réseaux sociaux. Donc il faut aussi se dire qu'on a bâti une infrastructure matérielle que je vous ai expliqué, qui aujourd'hui aussi est structurée vers ce genre d'usage, en tout cas qui a amené aussi vers ce genre d'usage, par les acteurs qu'on connaît. Donc voici le numérique dont on va parler. Je pense que maintenant c'est bien cadré, on a d'un côté l'infrastructure matérielle, des usages et des pratiques commerciales. Et c'est très compliqué parce que le numérique c'est très jeune comme infrastructure. Enfin, il faut vous dire que on va dire que le numérique est rentré dans la société civile en 90, à peu près. Dans la société civile, parce que dans la recherche et l'armée c'était bien avant. Mais on est sur une infrastructure grand public qui est jeune en fait, qui a 30 ans. Et c'est dur de se stabiliser sur quelque chose qui est encore aussi jeune et assez peu connu, dans lequel finalement on dispose d'assez peu de données aussi. Donc je vous ai fait quand même il faut dire où est-ce qu'on en est à peu près. Alors ça va être peut-être un petit peu ennuyeux, mais il faut vous dire qu'on a des choses plus ou moins stables sur ce qu'on sait du numérique. C'est tout ce qu'il y a des produits. On sait l'empreinte gaz à effet de serre d'un semi-conducteur en moyenne. On peut arriver à le trouver. Je peux vous dire quelle est l'empreinte environnementale d'un smartphone de 2015. Ça, je peux vous dire. C'est stabilisé. Par contre, savoir comment tout ça s'active et comment tout ça s'alloue lorsqu'on utilise un service numérique, ça devient très 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 complexe. Et c'est là où une grande partie de la recherche est aujourd'hui tâtonnante. Il faudra bien plus d'années pour vraiment avoir une méthodologie fixe, partagée et qui est cohérente avec tous les partenaires pour définir en fait comment se qualifie l'empreinte numérique d'un service. L'empreinte environnementale d'un service numérique, pardon. Donc d'un côté on a la stabilité, plus ou moins stable, avec des gros guillemets, parce qu'en fait c'est très dur d'obtenir des données, de plus en plus dur. Je ne connais pas personnellement l'empreinte environnementale d'une antenne 4G, parce que je ne travaille pas chez un industriel, et il n'y a pas de données publiques là-dessus. Donc il faut négocier. Je ne peux pas vous dire quelle sera l'empreinte environnementale, je peux vous dire précisément quelle sera l'empreinte environnementale d'un smartphone 5G, parce qu'il n'y a pas de données. Donc en fait, il y a aussi tout un truc où il faut qu'on essaie de trouver des données au fur et à mesure. Mais elles sont dures à obtenir. C'est très opaque. Et de l'autre côté, lorsqu'on active un service numérique, qu'est-ce que ça veut dire d'envoyer un mail en fait? Comment se déploie l'empreinte? Regarder 1 heure de Netflix ou de n'importe quel type de vidéo. Quelle empreinte ça en fait? C'est très compliqué. Et donc tout ça, il faudra du temps en fait. Parce que
c'est un secteur qui est récent, qui est jeune, et il faut laisser du temps à la recherche. Pas l'oublier. On a besoin de temps, mais malheureusement, il faut aussi qu'on aille vite. Donc, tout à l'heure, je vous disais, en fait, c'est bizarre, en valeur absolue, le numérique, c'est pas la plus grosse part vraiment des émissions de CO2, donc sur un facteur, parce que l'agriculture, le transport, le chauffage, c'est bien plus impressionnant. Et il faudrait faire beaucoup d'efforts là-dessus. La rénovation thermique, c'est un gros chantier. Alors pourquoi on regarde le numérique en fait? Pourquoi d'un coup, là, depuis 2 ans, ça devient, on parle que de ça? C'est parce qu'on se pose des questions. On se pose des questions parce que tous les secteurs industriels, c'est un secteur qui est bizarre, vraiment parce que c'est un secteur et à la fois, c'en est pas un, parce qu'il est partout. Donc comment on qualifie ce secteur? Ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on estime en tout cas, c'est que la consommation d'énergie totale du numérique, donc on parle d'énergie, on ne parle pas d'électricité. On parle des sources d'énergie qui servent à faire de l'électricité, de plein d'autres choses, mais c'est à la fois du fuel, enfin, du pétrole brut, du gaz brut, du charbon, de l'éolien, du solaire, du nucléaire, etc. A priori, la consommation d'énergie du numérique représenterait 3 à 4%, 4,2% de la consommation énergétique mondiale. Très bien. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça représenterait, c'est très compliqué à maintenir ce chiffre, mais je pense qu'on est plus ou moins entre 3,8 à 4 degrés en 2020. C'est à peu près un peu plus, c'est plus que l'aviation civile. Et quelque chose qu'on a beaucoup de mal à qualifier, quelque chose qui est une grande zone d'ombre dans notre métier, c'est les productions de e-déchets, de e-waste. Aujourd'hui, on produit 53 mégatonnes par an, ça veut dire, je pense, c'est 50 000 tours Eiffel, en termes de nettoyage. Donc, ça, c'est l'état de l'art, enfin, c'est ce qu'on en sait. Par contre, la deuxième ligne va vous expliquer pourquoi on regarde en fait, ce secteur en particulier aujourd'hui. C'est les taux de croissance du secteur qui sont très inquiétants, en fait. C'est pour ça qu'on y réfléchit. Parce qu'en fait, la consommation d'énergie augmente de 7 à 8% par an. Et en fait, la moyenne mondiale est plus à 3%. Donc on est sur un plus gros chiffre et du coup, c'est inquiétant. Parce qu'il y a intérêt à sacrément réduire les consommations d'énergie dans d'autres secteurs pour que lui soit pertinent. Les gaz à effet de serre, alors ce serait plus, c'est 7,8 à 8% par an, donc c'est taux de croissance. La moyenne, moi j'ai dit peut-être 2016, mais bien plus élevé, on est plus à 2%, je pense en 2018, de croissance des émissions. Pareil, c'est très très élevé, il n'y a pas un secteur qui a ce taux de croissance. C'est ça le problème. Et le dernier, c'est aussi le plus gros flux du secteur, c'est le plus gros flux de déchets, enfin, c'est le flux de déchets qui a le plus gros taux de croissance au monde. Alors sachant qu'avec un bémol, les e-déchets, ça implique plein de matériel que les équipements électroniques, ça implique aussi vos frigos, les lampes, ça passe dans autre chose, mais les tests de grossesse électroniques rentrent dedans. Enfin, donc il n'y a pas que du numérique là-dedans, il y a aussi de l'électronique, qui ne veut pas dire 100% du numérique. Donc c'est à cause des taux de croissance aujourd'hui numérique qu'on s'en occupe, parce qu'on se dit que si en 2030 on n'a rien fait avec ce taux de croissance, on a en face de nous un mammouth qu'on n'arrivera pas à déplacer. Et on n'est pas sûr vraiment qu'il aide les autres secteurs, enfin on n'a toujours pas de preuves qu'ils aident les autres secteurs à vraiment réduire leur impact en fait. Donc on ne va pas trop parier, du coup on essaie de se dire réduisons-le de maintenant en fait, avant que ce soit impossible à bouger. Parce que le sang c'est déjà un serpent de mer, on n'arrivera jamais à rien faire avec. Et bon, ça c'est la littérature qui tout sur ces chiffres. Et du coup, il y a quand même une problématique, c'est que c'est vraiment partout le numérique. Et le problème, c'est que vu qu'on va en mettre partout, il ne va pas dans tous les secteurs. Et c'est extrêmement dur à traquer, même pour nous, pour savoir en fait, qu'est-ce qui est du numérique, qu'est-ce qui en est pas. Est-ce que les circuits intégrés de ma voiture passent en numérique ou passent en transport? Enfin, il y a plein de questions très, très complexes sur ce qu'est du numérique ou pas, parce que c'est partout. Il va falloir qu'on arrive à traquer de mieux en mieux en fait, ce qui en est ou pas. Et en plus, ça se cache de mieux en mieux, d'une certaine façon. J'aime bien aussi les antennes 3G, 4G, plus je crois, dans la péninsule arabe. Je trouve ça assez intéressant la façon dont on essaie de l'intégrer. Et il y a un problème aussi, c'est qu'on essaie toujours, vu qu'on est vraiment dans la vague du numérique, c'est fantastique. Parfois ça l'est, parfois pas du tout. On essaie d'en mettre partout et pour des usages qui ne sont pas prouvés en fait. Enfin, bon, là, je trouve que c'est bien rapide pour les vaches, je crois. Mais je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Je n'ai pas vraiment lu jusqu'au bout
la publication, mais je crois qu'on les met devant des images qui sont stimulantes pour augmenter la lactation. Si je me souviens bien. Donc ce qu'on va regarder, nous, c'est 5 facteurs. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire le potentiel de réchauffement climatique du numérique, que je qualifierai plus tard, la consommation d'eau, la consommation d'énergie non renouvelable. Les minéraux, ce n'est pas renouvelable, c'est un stock. Donc il faut savoir combien on en consomme et à quel prix en termes de pollution des sols et de conséquences sanitaires pour les communautés humaines et les écosystèmes. La consommation d'énergie primaire, c'est-à-dire la consommation de sources d'énergie. Et alors, je l'ai mis en grisé parce qu'en général, on n'aime pas trop en parler, mais c'est la consommation d'énergie finale. Si on vous parle en électricité dans le numérique, c'est qu'on passe à côté de la consommation énergétique, en fait. Parce que pour faire de l'électricité, j'ai besoin d'une source d'énergie. L'électricité, c'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur d'énergie. Donc, en fait, sachant qu'il y a des taux de conversion, enfin, si je brûle du charbon pour faire de l'électricité, pour 1 kWh, je vais perdre 40% de l'énergie dans la conversion. Il faut toujours regarder par la primaire, parce que c'est là où se situe la vraie consommation. L'électricité, c'est juste ce qu'il en reste. Donc si on parle juste d'électricité, c'est qu'on ne vous parle pas de l'enveloppe globale. Et on va regarder ça sur 3 facteurs, à la fabrication, à l'usage, et la fin de vie, on n'y arrive pas. C'est trop complexe. Pour l'instant, on manque de données. Donc on n'arrive pas encore à intégrer la fin de vie pour calculer l'empreinte numérique. On commence à y arriver d'ailleurs. Et on va regarder ça sur les centres de données, les réseaux et les équipements utilisateurs. Donc tous les équipements, tous les serveurs, les bits de stockage qui servent en data center, on regarde combien ça coûte en fabrication sur tous ces facteurs. On regarde comment ça s'active à l'usage. Pour les réseaux, pareil, antennes, fibres, etc. On regarde tout. Pour chaque objet, smartphone, tablette, télé, etc., on regarde tout avec travers ces facteurs. Et après, on répartit les impacts. C'est un peu technique, mais c'est bien de se rendre compte de ce qu'on calcule quand même parfois. Pour savoir aussi, justement, où est-ce qu'on va dans le débat, il faut parler de ça en fait. Parce que si on parle que d'un seul facteur, moi j'ai pas parlé que de carbone, parce que qu'est-ce qu'on fait de l'eau en fait? C'est aussi un problème. En fonction de là où se situe la consommation d'eau, aujourd'hui, la plus grande part de la consommation d'eau du numérique se situe à la fabrication. Dans les mines, c'est là où il y a la plus grosse consommation d'eau, et pour la fabrication des semi-conducteurs. À l'usage, il n'y a quasiment rien. En France, je crois qu'on est sur un ratio où on évapore 4 litres d'eau par kilowattheure, quelque chose comme ça, ce qui est enfin, qui fait le reboucler dans le cycle. Et en termes d'énergie, il faut faire très attention parce que c'est une moyenne globale. Donc, on va dire, maintenant je préfère dire que c'est 50-50 entre l'énergie qui sert à la fabrication et à l'utilisation. Par contre, c'est une moyenne globale, donc ça n'a aucune réalité par rapport à un produit spécifique. Je vais vous prendre un smartphone par exemple. Un smartphone, 90% de l'énergie est consommée à la fabrication. Les 10% restants, c'est vous qui le rechargez pendant 3 ans. Donc lorsqu'on jette un smartphone, on jette 90% d'énergie. On va jeter à peu près 600 litres d'eau, et on va jeter des déchets, on va faire un déchet. Et en plus, on ne récupère pas les matières. Et ça, c'est compliqué. Alors, ce qui est d'autant plus dommage, parce qu'en fait, les filières qui savent récupérer ce qu'on appelle des D3E, des déchets d'équipements électriques et électroniques, ça coûte énormément d'argent. Il y a un très bon centre de traitement en Belgique qui est fait par Umicore, qui a coûté 1 milliard d'euros pour l'investissement. Par contre, il récupère une partie du flux de déchets électroniques et électriques. Il récupère tellement d'or qu'ils sont devenus, en termes de tonnage extrait, la 3e mine d'or au monde. Parce qu'en fait, l'or est 70 fois plus concentré dans les déchets électriques que dans la Terre. Et bon, enfin, un vrai investissement pour arriver à créer l'appareil de recyclage. Une chaîne de recyclage du papier, ça coûte une dizaine de millions d'euros. C'est pas une somme qu'on en fasse. Pour comme vous donner un aperçu de l'empreinte eau, alors 1 kg de plus électronique, c'est quand même très vague. On va dire que c'est 1 kg de circuit intégré, c'est à peu près 10 000 litres d'eau. Ça vaut toujours pas 1 kg de pâte. A priori, il faut aussi devenir flexitarien à un moment donné. Ce sera peut-être en tout cas, manger de la bonne viande. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas, mais c'est l'empreinte eau du numérique à cause du minage et à cause de la fabrication de semi-conducteurs est phénoménale. Et à un moment aussi, c'est pas que de l'eau, c'est pas de l'eau grise dont je parle. C'est de l'eau extrêmement purifiée.
pour l'eau qu'on utilise dans les fonderies de circuits imprimés et de l'eau, alors je ne sais plus comment on dit ça. C'est pas ionisé, bon, je retrouverai. En gros, il faut 9 litres d'eau brute pour faire 1 litre d'eau qu'on utilise dans un pot de plusieurs pour faire des puces électroniques. Où est-ce que j'en suis? Voilà, pour parler. Donc des projets en train de se faire. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, à l'usage, si je prends plus ma casquette designer et concepteur de services numériques, j'aime bien rappeler ce graphique, c'est aux États-Unis. Ça. Donc on suit de 2010 à 2019 l'évolution de la bande passante. Donc la vitesse moyenne en débit aux US augmente très bien, de 6 à 33, donc ça augmente de bien plus de 5. Mais en même temps, un facteur qu'on utilise parfois, c'est le temps de chargement moyen d'une page a augmenté. On est passé de 5 secondes en 2010 à 7 secondes en 2019. Donc avec un réseau plus performant, on charge toujours moins rapidement les pages. Donc il y a peut-être un problème dans la façon dont on conçoit, supposément. Un des problèmes, c'est que les pages deviennent de plus en plus lourdes, parce qu'on a plus de réseaux, les tuyaux sont plus larges, donc on fait passer plus d'informations, on fait moins attention à ce qu'on fait passer, on a plus de puissance de calcul, et au final, on ne regarde toujours pas l'énergie. Donc on va toujours utiliser de plus en plus le réseau. Donc le problématique, c'est qu'il faut aussi se dire qu'on n'est pas dans une grande abondance en termes d'énergie, de matière et d'eau. Il faut aussi savoir à quoi ressemble en fait du numérique qui ne nous permet pas non plus qui ne nous force pas à structurer toujours à la hausse notre réseau. Et en plus, il faut aussi réduire notre empreinte environnementale ce faisant. Donc j'aime bien rappeler ce projet qui était un peu un projet canonique dans les gens qui font la conception à faible impact, comme moi. C'est le Low Tech Magazine, qui est un site d'information sur l'histoire des techniques, qui est très intéressant d'ailleurs, qui est un site qui est hébergé dans la cuisine du journaliste, Chris, qui est alimenté par un panneau solaire, qui va alimenter un micro-ordinateur sur lequel est hébergé le site, et une batterie de voiture. Quand il n'y a pas de soleil à Barcelone, c'est la batterie qui prend le relais pour alimenter le site, et donc c'est ça la surimposition jaune que vous voyez sur le site, c'est le niveau de batterie du site en fait. Donc là il est à 80%. Donc là on le voit un petit peu mieux, et puis du coup, comme la météo sur les 3 prochains jours à Barcelone, au cas où. Mais en fait, ça c'est un projet qui est intéressant à plusieurs égards en fait. En termes d'imaginaire, c'est un projet qui est important. Parce que ça montre à quoi peut ressembler du numérique qui se réinscrit dans les territoires, qui se réinscrit dans les contraintes spécifiques d'un territoire, et qui finalement aussi se contraint en termes d'impact. Et qui permet aussi de dire, en fait, parfois on peut se dire qu'un site, en fait, c'est petit tout le temps. Est-ce qu'on peut mettre des horaires d'ouverture à un site? Est-ce qu'on peut se dire qu'on va se contraindre au mix énergétique d'un territoire, ou à l'énergie disponible sur un territoire? Et au final, vu que c'est finalement peu d'énergie disponible, parce que le panneau solaire oblige, et finalement les auto-hébergements obligent, c'est un site qui est extrêmement léger aussi. Donc ils ont aussi ouvert la porte à ça, qui aujourd'hui, alors je vous montre un exemple moi qui est plus de la pratique à moi, qui est tout frais, qui sort du four, que j'ai fait pour Sophie Vercelletto. Enfin, j'ai coopéré avec d'autres personnes, une agence à Rennes, des communicantes aussi qui sont à Rennes à Concarneau, pour Sophie Vercelletto et Roland Jourdain, donc Bilou, pour les intimes, pour leur entreprise qui fait des matériaux biosourcés et à la fois prépare des équipes pour les courses nautiques, donc ça s'appelle Kairos. Et ils sont venus me voir en disant on aimerait avoir le site un site à plus faible impact, la plus faible empreinte possible. Dans le cas, on veut un site éco-conçu. Donc c'est ce qu'on a fait ensemble. Alors moi je suis en doctorat, donc j'ai tenté une méthode expérimentale dont je ne suis pas sûr vraiment si c'est intéressant ou pas, donc je vous l'ai dit quand même, c'est que j'aurais donné un budget électrique. Alors c'est très dur à calculer, c'est un peu incertain, mais bon, ça va aller. J'aurais donné 11 kWh par mois pour faire fonctionner ce site. Ça vous parle absolument pas, c'est normal, parce qu'on ne s'est jamais posé cette question avant. Enfin, en tout cas, on ne s'est pas posé cette question dans ce contexte-là avant. Donc c'est-à-dire qu'il faut savoir le trafic qu'on aura, l'infrastructure qu'on aura, savoir qu'est-ce qu'il me reste. Et donc on a fait un super site. Alors pour vous dire, l'équipe a très bien travaillé là-dessus. On a un site qui est à peu près 10 fois moins lourd que la moyenne actuelle.
Et donc c'est un site qui fait à peu près 150 mégas, enfin cette page fait 150 mégas, pardon 150 kilooctets. Et alors notamment, donc on a mis des indicateurs parce qu'en fait, des problématiques qu'on a eues au départ lorsqu'on fait l'éco-conception, c'est qu'on peut se rendre compte que c'est éco-conçu parce qu'on a un traitement esthétique qui va avec, parce que sinon, on ne se rend pas compte. Enfin, il n'y a rien qui dit que ce site est éco-conçu, en fait, on n'a rien dégradé, etc. Donc au début, en fait, on dégradait un peu les images de cette façon pour marquer que c'était éco-conçu, et puis maintenant, on va trouver d'autres façons d'en parler. Donc là, typiquement, sur le site, donc Sophie vient de dire que c'est un site basse consommation, j'ai vu qu'elle fait un article dans Ouest France, il n'y a pas longtemps, en train de poser avec le site. Donc il est hébergé sur un Raspberry Pi d'occasion. Le facteur le plus important ici, c'est qu'il soit d'occasion. Que ce soit auto-hébergé, c'est plus par rapport à notre démarche qu'on va avoir par la suite. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est pas du tout dépenses énergétiques, c'est pas du tout ça. En termes d'empreinte équivalent carbone, une page va émettre à peu près 1,51 g de CO2, ce qui est à peu près ce qu'on peut faire au minimum, quasiment. Et en termes de consommation mensuelle, le site consomme à peu près 45 litres d'eau, donc l'équivalent d'une douche en moyenne. Et ce qui est assez rigolo, parce que du coup, le site a été fait à Rennes, ils l'ont mis sur un micro-ordinateur, ils l'ont transporté jusqu'à Concarneau, qui s'est failli se perdre en route, qui a été transporté dans un sac à main. Enfin, ils ont reçu le site à Concarneau dans tous les cas, et ce qui les rend assez heureux d'avoir un site qui fonctionne déjà. Enfin, c'est pour dire comment on fait autrement, et surtout, il y a des enjeux dont je vais parler plus tard, qui sont des enjeux d'accessibilité et de démocratie qui viennent avec ça, au-delà des démarches environnementales. Un autre site aussi à Concarneau. Je peux être coupable pour beaucoup aimer Concarneau, en tout cas les gens qui sont là-bas, pour le Low-Tech Lab, où on se dit en fait comment on incarne les principes de la low-tech, qui sont de faire de la promotion de techniques et de technologies qui sont durables, accessibles et utiles. Donc comment on pense, comment on interprète eux leur message pour faire un service numérique. Donc lui il sort du four dans quelques jours. Je suis en train de faire pas mal de sorties en ce moment. On est sur un site web aussi qui fait à peu près 130 kilooctets sur la page d'accueil, toujours 11 fois moins que la moyenne, qui est très joli, je trouve ça très très bien en tout cas. Je vous laisserai naviguer dessus quand il sera en ligne d'ici quelques jours, parce qu'en fait c'est un peu inutile pour un site web. On ne fera pas comme ça, je peux vous montrer d'autres façons. Des choses auxquelles on a pensé au fur et à mesure, c'est typiquement sur la partie actualité. Par défaut, on n'affiche jamais les images. On laisse le choix à la personne d'afficher ou pas les images en fonction de sa bande passante, de son téléphone, de son équipement. Mais on ne présume pas que des personnes ont une bonne connexion et un bon appareil pour se connecter. Et on a mis un deuxième tour de clé à ça en disant si le poste est plus vieux de 4 mois, ça sert à rien d'afficher l'image. Parce que sinon on l'aura déjà archivé et puis on l'aura déjà tout bien consulté. Et est-ce que c'est utile d'avoir tout le temps les choses avec toutes les images? C'est une question ouverte. Donc c'est aussi ce type de questions qu'on s'est posées. Donc il y a pas des questions d'usage, et je ne vous parle pas du plus gros chantier qu'il y a eu derrière, qui est l'Atlas et l'annuaire / cartographie, qui est on a retourné complètement les usages, parce que ça sera mis en ligne demain ou après-demain. Il existe le calcul. Surtout si vous cherchez des démarches low-tech à côté de chez vous. Un autre projet, c'est un projet européen. Alors c'est un projet avec un financement européen que je pilote, venant du Cantal, en tout cas originaire du Cantal, et ça c'est le village de mon père, c'est Massac. Je me suis interrogé en fait sur la façon dont on pense le numérique depuis des zones qui sont non urbaines, parce que en fait, c'est quelque chose de très urbain le numérique de cette façon, et de dire en fait comment on répond à des usages qui sont spécifiques à un territoire, parce que on a tendance à voir le numérique comme une espèce de calque universel qu'on va apposer sur tous les territoires sans distinction, en présupposant en fait que tout le monde réagit de la même façon à ce calque universel. Et il serait intéressant plutôt. Moi je me pose la question de dire en fait à quoi ressemble le numérique lorsqu'on pense depuis un territoire. Alors pour un exercice qui est tout à fait humble, moi je commence toujours très petit. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est très petit, mais à la fois des pas dans la bonne direction, donc c'est ça qui est important. On est en train de créer un service qui permet des petites mairies de 500 à 10 000 habitants sur notre base d'usage de créer eux-mêmes leur site web de mairie. Alors, ces sites web, ils seront ce qu'on fait de mieux a priori en éco-conception web. Ils sont économiquement accessibles, parce que dans ce village, j'en discute avec les élus,
leur budget annuel pour leur site web, c'est 500 €, donc on peut plus aller loin. Ils sont accessibles d'un point de vue d'accessibilité, c'est-à-dire avec les normes pour les personnes qui ont différents standards de vision, d'audition, du niveau de contraste, celui des dernières G2A par exemple. Et j'oublie ce qu'il fait à chaque fois, service. Je suis très mauvais vendeur là-dessus. Enfin, voilà. On a essayé de penser depuis les territoires, du coup, on a passé plus de temps à interroger les élus sur ce qu'ils voulaient eux. Enfin, ce qu'ils voulaient numériser, ce qu'ils ne voulaient pas numériser, et ce qu'il fallait peut-être dénumériser. Alors ça, on mettrait encore, à mon avis, 10 ans avant pas de dénumérisation et de démantèlement numérique, peut-être même, d'un point de vue infrastructurel. Mais on leur a posé la question, et puis il y a plein de choses qui sont sorties. Typiquement, depuis 2015, ce qui embête des élus, c'est de se faire houspiller dans la rue, parce qu'on va les embêter sur les déchets, alors que c'est la compétence de l'intercommunalité. Et en fait, leur projet qu'ils ont demandé sur la page d'accueil, c'est de dire, dites bien que la mairie a telle compétence, l'interco a telle compétence. Et déjà, pour eux, c'est déjà incroyable, d'une certaine façon. La loi Le Nôtre, c'est la fonction loi Le Nôtre. L'autre question qu'on allait voir, c'est aussi se rendre compte que pour des gens qui vivent plus dans le village, les bulletins municipaux sont très importants parce qu'en fait, ils vont un peu donner des nouvelles de ce qui a été décidé dans le village pour des gens qui sont attachés mais qui n'y habitent pas, qui n'y habitent pas tout le temps. Donc c'est aussi l'accès à la documentation municipale. Et je vous dis ça, enfin, c'est assez logique finalement. Mais c'est qu'on le fait depuis ce qu'ils nous demandent eux, et depuis l'entretien qu'on a avec eux, et on n'a pas essayé on n'a pas pensé ça en survol par rapport à eux. Et alors ça, c'est ma patte à moi. J'aimerais bien que mes sites web, les sites que je fais, durent le plus longtemps possible. J'ai envie qu'ils durent 10 ans, 15 ans. J'ai pas envie d'en faire tout le temps. Parce que ça m'embête en plus. Mais par contre, la question que je me suis posée, c'est de me dire si mon site il dure 10 ans, mon territoire évolue quand même pendant 10 ans. Et les usages, les besoins de mon territoire évolueront en 10 ans. Alors typiquement dans le Cantal, on a plus des problèmes de sécheresse. Donc, en fait, et la question que je me suis posée, il faut pouvoir aussi que le site d'une mairie puisse permettre de donner à voir le territoire et de comprendre comment évolue ce fameux territoire, bon, au-delà de la météo qui est tout à fait usuelle. Nos questions étaient plus au niveau de l'eau. Donc moi j'ai plus travaillé avec le syndicat de l'eau aussi dans le village, qui s'occupe du bassin versant de la Lannion, pour récupérer des données dans les bases gouvernementales sur les réserves d'eau, la qualité de l'eau. On essaie de faire revenir des saumons dans le Cantal qui sont observés, et la pluviométrie. Donc si dans un top territoire, ce serait peine de pertinence, on mettra autre chose. Mais en tout cas aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important, c'est de savoir, au-delà de ce que demandent les usagers, c'est ce dont le territoire a besoin en tant qu'écosystème, mais c'est important. Alors, et je voulais rappeler quelque chose là-dessus quand même. Si c'est auto-hébergé ce site, c'est parce que vu que les locaux de Kairos sont dans le port de Concarneau, j'aimerais faire un petit module qui récupère de l'énergie à partir de la houle dans la rade de Concarneau, qui entrer en électricité le site web. Moi, je veux que ce soit l'océan à Concarneau qui alimente le site web, qui fournisse l'électricité à ce site web, qui est aussi ma façon à moi aussi pour ce site de vivre dans le territoire en fait. Un peu comme le Low Tech Magazine le fait à Barcelone, sauf que nous on va clairement pas faire le soleil, désolé, mais on va plus faire de l'eau, très haut. Voilà, donc ça c'est là où on en est. Donc en gros, de façon très technique, moi ce que je regarde avant tout, c'est que je veux réduire mes usages mes impacts à l'usage, parce que la fabrication, l'équipement est là. L'essentiel c'est qu'il soit d'occasion, jamais neuf, ou tout en réalisation ou en réparation. Donc je réduis mes impacts en gaz à effet de serre, en eau, etc. Donc j'essaie de réduire ma consommation matérielle en électricité, en équipement. Donc je veux réduire mon transfert de données. Très technique, c'est un peu mon trinôme sur lequel je dois axer ma conception. Je vais faire des choix d'hébergement, je vais réduire des scripts, faire attention, est-ce qu'on prend des photos ou pas, si oui, lesquelles, on les compresse comment, pareil pour les vidéos. On ne capte pas de données extérieures. Enfin, on ne va pas amener des données vers d'autres serveurs si c'est le nôtre. Il faut voir un site web. Moi, des fois, j'ai un site web comme une passoire thermique, où en fait, je vois des flux de données qui partent dans tous les sens lorsque je vais sur la page d'accueil, ça va vers Facebook, Twitter, etc. Donc, il faut aussi boucher tout ça pour être sûr que la donnée reste sur place. Donc, c'est aussi d'autres questions, mais qui sont aussi important parce que plus on a de flux de données annexes, plus on dépense d'électricité pour rien, à mon avis.
Donc on a le même service en local, en code propre, et on essaie que les personnes qui vont sur ce site trouvent rapidement ce dont ils ont besoin. On ne veut pas qu'ils restent longtemps sur le site. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est important, ça va être, j'ai beaucoup expliqué ici. Moi, le cas d'usage qui était fondamental pour moi ici, c'est de me dire, en période de sécheresse, quand un agriculteur sur le plateau du Césalier va se lever le matin, il va se demander combien d'eau il a le droit d'utiliser pour son élevage ou pour sa culture, comment, à travers le site, il peut obtenir la donnée de l'arrêté préfectoral. Et comment il le fait sur le plateau du Césalier avec une 3G pourri, avec un téléphone d'entrée de gamme, et c'est pas grave. Et comment il accède à cette information. Donc moi, on est surtout là pour que ces sites soient accessibles à tout le monde, et donc on va concevoir de façon optimisée pour quelqu'un qui a un iPhone, un téléphone d'entrée de gamme, avec un réseau 3G pourri. Si ça marche pour lui, ça marche pour tout le monde. Je ne vais jamais faire un site web qui sera optimisé pour quelqu'un qui a un iPhone 8000 en 12G, parce que c'est 1% de la population. Donc là, il y a des enjeux démocratiques, des enjeux d'accessibilité technique, et ce faisant, et c'est là le point le plus important, c'est que je ne favorise pas le renouvellement des équipements. Parce que c'est là en fait le nerf de la guerre. Il faut qu'on garde nos équipements le plus longtemps possible. Il faut faire des sites web, des applications qui ne forcent pas au renouvellement. Donc si mon site il fonctionne pour mon agriculteur au du plateau du Césalier avec la mauvaise 3G et un téléphone nul, ça me rend très content, si tant est qu'il a accès à l'eau, à l'information nécessaire. Donc c'est ce que j'appelle de l'accessibilité technique optimale. Par nature, tous ces sites en fait, sont très bien référencés convenablement, parce qu'on répond à toutes les pratiques sans le vouloir, on respecte les données personnelles parce qu'on n'enquête pas, on les garde sur place, elles partent nulle part ailleurs. C'est facile à maintenir, parce qu'on veut qu'ils durent longtemps, et surtout, on favorise la durée des équipements. C'est ça qui m'intéresse. Je fais l'action publique, on fait des questions. Parce qu'ils vont très très tard, je suis désolé, je me suis embarqué dans un truc. Bon, l'action publique, on fera plus tard, il y a plein de choses qui se passent en France, youpi. Est-ce que ça a marché ou pas? On ne sait pas. Merci. J'ai vachement écouté. Je ne sais pas comment ça se passait pour la question. Voilà. On va avoir un temps d'échange avec la salle. Alors, il y a des micros qui sont disponibles pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions, interpeller le métier, d'autres personnes. Donc, si vous avez une question, une remarque, c'est Michel d'être Oui, juste un truc simple, parce que tu as bien montré l'impact, l'importance de la consommation liée à la vidéo. Et pourtant, moi, je dirais que globalement, même si c'est connu, on en parle peu dans les médias. Et globalement, ça a plutôt tendance à se développer. Pourquoi il n'y a pas, je dirais, d'éducation populaire à limiter les usages de la vidéo, ne serait-ce que réutiliser des réseaux d'antennes, des réseaux câblés dans les villes, plutôt que d'utiliser effectivement de la vidéo sur Internet. Alors ça dépend des vidéos dont on parle. C'est en fait parce que regarder une vidéo en soi, il y a plein de façons de le faire. Ça peut être en streaming, ça peut être que je l'ai télécharge en amont et je la regarde après, donc il n'y a pas de transfert en direct. Il faut comprendre que peut-être un des cas d'usage les plus énergivores, même s'il faut le voir sur plein d'autres facteurs, c'est de regarder un flux de données massif, comme une vidéo, via un réseau cellulaire, 3G, 4G, sur un téléphone, sur un appareil, qui soit d'ailleurs, vu que c'est cellulaire, ça sera forcément une tablette ou un smartphone. C'est ça le cas d'usage. Alors moi, pour moi, j'ai un problème avec ça, c'est que je ne suis pas là pour culpabiliser les gens. Et il y a une question de l'action que je conseille le plus rapide, le plus, c'est de faire durer les équipements en fait. Il faut faire durer les équipements et ça va donner plus d'impact de cette façon que la vidéo. Après, si vous regardez moins de vidéos pour votre question d'hygiène numérique ou parce que vous en avez marre de regarder Netflix, ça peut arriver quand même. Ça, c'est une question qui est importante, qui aura aussi un impact positif sur l'empreinte numérique, l'empreinte environnementale numérique. Mais
moi je ne serais pas vraiment celui qui dira à un droit qui fait 3 à 8 de regarder moins de vidéos, par exemple. Moi, ça me plaît pas trop parce qu'il y a aussi des questions de justice sociale derrière ça. Et parfois le divertissement, ça peut aider aussi à des gens à aussi mieux à avoir aussi de temps de repos pour eux. Donc s'il doit y avoir plus, si on n'en parle pas beaucoup, à la fois c'est tant mieux d'une certaine façon, parce qu'il faut mieux garder, il y a bien plus d'impact à garder les équipements. Par contre, se faire complètement vassaliser par une plateforme vidéo, ça c'est une autre question. Il y aura des questions environnementales, des questions d'addiction, enfin de consommation de temps d'écran, maintenant comme on dit, des questions de relations internationales, des questions de droit. Mais moi de mon point de vue, je préfère toujours dire gardez plus longtemps vos équipements possibles, faites des repair cafés, apprenez à réparer, plutôt que regarder moins de vidéos. Et ça dépend des personnes qu'on interroge là-dessus. Est-ce que c'est possible, du point de vue légal, de légiférer pour obliger en fait les gens qui ont des sites internet à ne pas dépasser un seuil en fait de données, par exemple de poids de page ou de nombre de requêtes ou de choses comme ça? Parce que c'est déjà été envisagé, parce que en tant que développeur, on sait très bien que la raison pour laquelle les pages sont lourdes, c'est parce qu'en gros tout le monde fait à l'économie, développe très vite, à la flemme, il veut utiliser le dernier truc à la mode et c'est pas toujours le meilleur truc. Est-ce qu'il n'y a pas un chemin à emprunter là-dessus? Est-ce que c'est pas aussi une sacrée source d'ennui pour celui qui fait la loi? En fait, oui, alors, je vous déconseille de passer ça à l'Assemblée nationale. Par contre, en fait, il y a des acteurs, il y a un pôle important dans notre pays qui peut vraiment pousser à l'appropriation de ces techniques d'éco-conception et de sobriété, c'est les collectivités et l'État. C'est eux en fait qui vont pousser ça, parce que le privé, moi je ne sais pas encore comment faire. Honnêtement, je ne sais pas comment m'attaquer au privé, parce qu'il y a des modèles économiques derrière sur lesquels j'ai moins de poids, sur lesquels je fais moins de poids. On a plusieurs lois qui vont passer à partir du 1er janvier 2021. La commande publique va devoir favoriser l'éco-conception de ces services numériques. On va avoir un indice de réparabilité sur les équipements électroniques, je crois. Et d'ici 2024, on aura un indice de durabilité. Donc ça, c'est déjà aussi important côté matériel. Côté logiciel, c'est pas tant... Enfin, il y a quelque chose qui est fondamental là-dedans, c'est qu'il y a une question de modèle économique des agences qui vont presser les développeurs pour aller vers la facilité, parfois vers le grain numérique, comme on dit. Mais il y a aussi le fait qu'il faut former les gens à savoir éco-concevoir, en fait. Et aujourd'hui, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais en fait, la France est un des pays qui est plus en avance là-dessus. On a des excellents experts, des expertes incroyables sur le sujet en France, depuis très longtemps là-dessus, sur les analyses de cycle de vie, sur le poids du numérique, sur éco-concevoir. Et en fait, on a à peu près tout ce qu'il faut aujourd'hui pour créer des filières d'excellence sur ces pratiques spécifiques, qui seraient aussi notre propre modèle du numérique. Parce que clairement, mes pratiques d'éco-conception, ça ne va pas dans le sens d'un modèle économique type GAFA. Donc, la question qui arrive là, c'est quels sont les modèles économiques. Et là aussi, il faut les explorer. Le service numérique de création de sites web pour petite mairie, c'est une association qui est en non-profit, où moi j'ai modélisé un modèle économique où plus il y a de personnes dedans, moins ça coûte cher à l'année. Mais parce qu'on est porté par une volonté politique qui pousse à faire ce service. Je pourrais le faire pour du profit, pour ça marche pas. Mais parce que, en tout cas, il y a tout qui reste à faire. Et aujourd'hui, c'est la formation qu'on a vu qu'il faut qu'on y aille dedans, en fait. Il faut qu'on forme des gens là-dedans. Bonjour. Je voulais savoir avec quelles technologies ont été faits les sites internet. Ok. Je peux poser des questions moins techniques, mais en tout cas, j'apprends celle-là. Alors, cette idée, c'est le moment technique. Ça, c'est avec une plateforme qui s'appelle Netlify et on déploie en statique avec Flow. Voilà. Ça, c'est avec Kirby.
Comme. Voilà. Efficace. Vous n'avez pas abordé la question des monnaies numériques. Est-ce qu'on a chiffré l'impact par rapport à la consommation énergétique et éventuellement la progression aussi? Alors, est-ce qu'on parle du coup de Bitcoin? C'est ça? Bon, Bitcoin, c'est une monnaie numérique assez spécifique qui est clairement pas efficace énergétiquement. Il faut pas aller sur ce type de technologie d'un point de vue énergétique, tout en sachant que eux, ce qu'ils utilisent en termes d'investissement, c'est l'énergie. Et on a des chiffres, j'ai en tête 4 publications scientifiques différentes dessus, qui sont plutôt de mauvaise augure. Mais en fait, la question qu'il faut se poser, c'est quoi le service rendu en fait? C'est quoi le service rendu à travers ça? Sécuriser une transaction financière, et quels sont les bénéfices du service du stack technique qu'on met en place? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et dans la plupart des cas, à mon avis, sur un truc comme le Bitcoin, enfin sur une infrastructure comme le Bitcoin, ça vaut rarement le coup. Mais je vois des gens développer des choses beaucoup plus petites sur des usages très spécifiques qui pourraient parfois être intéressantes. Mais en fait, on ne peut pas parler en absolu dans le numérique. On ne peut pas dire que ça sera forcément génial partout, dans toutes conditions. Non, on peut dire spécifiquement un territoire, un usage donné, quel sens que ça a. Alors, c'est chiant parce qu'en termes de modèle économique, c'est embêtant, c'est en termes de modèle économique, alors du coup, on peut mettre à l'échelle le système. Donc, on a moins de rentabilité dans ce qu'on déploie. Mais en tout cas, c'est toujours plus pertinent de se poser depuis un territoire, depuis un usage, pour penser à un système numérique. Je pense un petit peu aussi, parce que le message c'est de se faire passer avec ça, c'est qu'il faut sortir de l'universalisme du numérique à mon avis, qui est une projection très puissante d'un modèle comme les États-Unis, même l'Internet chinois, et à mon avis qui ne respecte pas forcément ce dont on a besoin. En tout cas, ça ne s'interroge pas vraiment sur ce dont on a besoin. J'ai une question sur le secteur privé que vous évoquiez tout à l'heure avec un petit peu de pessimisme, me semble-t-il. Oui. Pourtant, dans le champ privé, actuellement, il y a quand même un certain mouvement en direction d'une responsabilité sociale de l'entreprise un peu plus costaud, avec des mesures d'impact, et notamment des bilans carbone, des trucs comme ça. Est-ce que c'est pas l'endroit justement où il y aurait des pratiques à développer, à faire valoir, quoi? Alors, oui, moi ce que je veux dire, c'est que moi je ne sais pas faire. C'est pas dire que d'autres ne savent pas comment s'y prendre. Moi j'ai un peu du mal encore avec ce type de secteur. Enfin, quand c'est Sophie et Bilou, ça va, non? Quand Carnot, ça s'amuse bien. Orange, Total, je ne sais pas si j'irai. Et de façon moins caricaturale, en fait, l'empreinte environnementale du numérique va sûrement, enfin, il devrait rentrer dans le bilan RSE des entreprises à un moment donné. Ça va tomber en fait à partir de l'année prochaine sur vos factures de téléphone portable, vous verrez les émissions de carbone associées à votre trafic de données. Donc il y a ça qui rentre en jeu, c'était passé au Sénat avec la loi d'économie circulaire il y a quelques temps. Donc il va se passer quelque chose au niveau du privé. Mais moi je ne sais pas comment procéder par rapport à ça. Parce qu'il y a des questions qui ne sont pas réglées, sur lesquelles je ne me sens pas armé en fait. Et vu que je ne me sens pas pertinent, j'y vais pas. Mais les personnes pertinentes, elles arriveront. Et l'autre chose que je vois derrière, c'est qu'on est en train de... Il y a des immenses sociétés de consultation pour parler de données qui sont en train de lancer de leur offre pour faire ça. Pour dire à la fois le numérique, on peut décarboner tous les autres secteurs avec, et en plus on va les co-concevoir. Et notamment il y a un géant de l'informatique, enfin du numérique maintenant, on va dire, qui estime que c'est un marché à 30 milliards d'euros en 2025. Donc il y a aussi cet aspect où par rapport à comment le reste du secteur privé va aborder la question et quel pourcentage de dévoiement on verra Internet sur la question ou pas. Et moi je suis toujours très prudent par rapport à la question. Oui, bonjour, j'avais une question, même si j'avais tout petit peu répondu. Ce que j'avais demandé, c'est justement parce que aujourd'hui, on est quand même, pour ceux qui souhaitent agir, que ce soit les particuliers, les sociétés, les collectivités, on est quand même un peu démunis face au manque d'informations
une critique vis-à-vis de la recherche, enfin là c'est un encouragement. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des outils qui permettraient de se rendre compte en temps réel, de manière assez concrète pour que ça parle, de l'empreinte de nos usages, que ce soit sur un smartphone, donc ça vous dit, je comprends que ça va venir, mais aussi dans le milieu professionnel d'un ordinateur, etc., etc. Alors, je sais qu'il y a des services qui sont juste créés pour justement pour fournir un service à des entreprises qui pourront comprendre, pas en temps réel, c'est impossible, enfin pas pour l'instant en tout cas, mais en tout cas qu'ils puissent modéliser leur empreinte envers le numérique. Donc ces services vont arriver pour équiper des entreprises en fait. Ce qui en plus c'est pas mal, parce qu'on ça permettra aussi de faire des réductions de consommation d'énergie, ce qui fonctionne assez bien dans les directions de services informatiques. Il y a la pédagogie, le problème c'est qu'on n'est pas beaucoup sur le sujet en fait. Et on est tous hyper sollicités. Parce qu'en fait on parle que de ça depuis... moi je me suis lancé là-dedans il y a à peu près 3 ans, parce que je posais des questions tout à fait de questions de changement climatique. Mais les gens qui sont là depuis 12 ans sur le secteur, ils n'ont jamais vu ça. Et en fait le problème c'est qu'on est hyper sollicités, et donc on n'a pas le temps de former. Alors moi, ma casquette dans cet écosystème, c'est plus les designers, les concepteurs. Bon, je vais essayer d'en former autant que je peux, mais c'est pas si facile que ça. Parce qu'en fait, c'est pas des questions techniques en fait. Si c'était que la technique, ce serait facile. Mais il faut aussi comprendre des enjeux de climat, il faut comprendre des enjeux de transition, qui sont des enjeux compliqués, qui sont politiques, sociaux. Et là, du coup, ça demande de dépasser la pensée technique. Donc, et c'est tout ce passage en fait du technique au socio-technique qui est vraiment le point clé pour former des personnes, à mon avis. En tout cas, c'est mon point de vue moi, pour la question des designers. Les développeurs, c'est à peu près pareil. Mais dans tous les cas, il va falloir qu'on trouve rapidement des solutions, il va falloir qu'on mette en place des solutions de pédagogie pour former des gens. Et faire en sorte que la pédagogie soit maintenue, que le message soit bien passé d'un étudiant, d'un compagnon à l'autre, en fait, ou d'une compagnonne. Moi, je serais bien plus partant pour des compagnonnages là-dessus, parce qu'il faut apprendre en faisant. Et des fois, c'est des excès, hein, on va se le cacher, mais en fait, je sais pas, c'est un métier que je trouve assez passionnant, et à la fois, on est très peu dessus. Donc, la formation viendra, mais la pédagogie mettra du temps. Moi, j'ai écrit un petit manuel qui fait une centaine de pages, qui reprend à peu près une partie de ce que je vous ai montré, que je mettrai bientôt en Creative Commons, de façon gratuite, disponible à tous. Ça sera mon apport à moi, en tout cas, d'avoir un manuel pédagogique pour expliquer la matérialité du numérique. Juste préciser par rapport à ce que vous disiez, ce que demandait la personne derrière et ce que vous nous aviez présenté lors d'une précédente conférence. Le petit outil Carbonalizer, Oui. qui est un plugin à mettre sur son navigateur et qui donne une idée de la consommation de gaz à effet de serre. Consommation électrique, consommation de gaz à effet de serre. De la session de navigation qu'on est en train de faire. C'est ça. Alors, on a fait ça en 2018, 2019, je ne sais plus, avec Richard Hanna et moi-même pour le Shift Project. C'est pour sortir de leur rapport. Donc, c'est un petit module que vous installez sur Firefox ou sur Google Chrome. Il n'y a pas sur Safari, je crois. Et vous l'appuyez sur On. En fait, ça va regarder le flux de données qui passe à votre navigateur. Et on en donne un ordre de grandeur de ce que ça pourrait être en termes de consommation électrique et de gaz à effet de serre. En fait, j'ai oublié d'en parler, mais parce que le modèle, des fois, je me dis qu'on pourrait l'améliorer. Mais oui, c'est un petit outil pédagogique qui est pas mal. Alors l'idée n'étant pas de se dire « Oh mon Dieu, mes usages. Mon Dieu, faut que je suis une mauvaise personne. » L'idée, c'est de se dire, en fait, on est face à une infrastructure dont le principal discours, lorsqu'elle a pénétré dans la société civile, c'est de se dire « Je suis dématérialisé. » Donc en fait, on a 30 ans de retard pour comprendre la matérialité du numérique. Donc il faut comprendre ce petit plugin comme quelque chose qui permet de comprendre la matérialité, mais il ne faut pas prendre ça comme un outil de culpabilisation, d'autoflagellation, parce que j'ai regardé une vidéo en trop sur YouTube. C'est vraiment dire, c'est que là on est dans une table pédagogique de ce qu'est le numérique, où il faut apprendre la matérialité du numérique.
C'est pour ça que j'ai pris plus de temps que prévu à expliquer antenne, data center, cloud square, etc. Parce que c'est avant tout matériel, et c'est même hyper matériel le numérique. Il n'y a jamais eu une infrastructure des objets aussi intense en énergie, en matière. Et ça, il faut se rendre compte en fait. Avant même de poser les débats, il faut déjà qu'on comprenne tous ensemble que le numérique, c'est matériel. Oui, juste sur la pédagogie, il y a un exemple qui marche assez bien actuellement, c'est la fresque du climat. Donc on pourrait imaginer une fresque du numérique. Il existe une. Et ça existe la fresque du numérique. Et j'avais juste une question. Dans certains territoires comme ici à Brest, on a des fournisseurs associatifs de services Internet qui utilisent des logiciels libres et qui apprennent aux gens à s'en servir. Est-ce qu'il ne faudrait pas dans les villes avoir des services moitié associatifs de réparation? Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait réparer, qui veut avoir des conseils, il n'y a pas grand-chose. Alors, clairement, je pense que c'est un des lieux les plus importants à voir aujourd'hui pour repenser le numérique, et à un moment où on peut en parler, c'est clairement les cafés les lieux de réparation. C'est primordial. Apprendre à maintenir, à réparer un matériel, c'est le moment où on peut avoir une discussion sur ce que c'est en fait, le numérique. Et c'est vraiment important d'avoir ces lieux. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que c'était très mal vu en fait, d'avoir un lieu de réparation, notamment sur les smartphones. Et en fait, il faut arriver à comprendre que c'est aussi des lieux de pédagogie, c'est des lieux d'innovation aussi, parce qu'on arrive à vivre plein de choses. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les lieux de réparation, et apprendre à réparer quelque chose en soi, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, sur le numérique, je trouve ça incroyable d'arriver à... Je change ma batterie, j'en ai parlé plusieurs fois, et le fait que j'ai devoir passer 3 heures à complètement décoller ma batterie, à remettre les connecteurs, etc. Moi, j'ai un peu d'impréhension, mais je vais le faire. Et je me dis, je vais réparer mon ordinateur. Et ça, en fait, il faut réapprendre à faire ça. Et c'est vrai que, alors moi, quand je donne des cours de numérique, je préfère expliquer à mes élèves comment réparer leur écran, plutôt que de leur parler de comment utiliser Word. Enfin, donc j'ai mis 2 cours là-dessus. Mais en fait, il faut... Le numérique, la technologie, c'est pas prendre une suite bureautique, en fait. C'est apprendre à ouvrir des choses, à savoir les réparer, à savoir les entretenir. Parce que c'est pas jetable, en fait, le numérique. Enfin, on considère comme du jetable, mais c'est pas l'être, en fait. Moi j'avais une question, c'était au niveau des jeunes. Comment ça se fait? Oui, la question c'était au niveau des jeunes. Comment est-ce qu'on fait pour faire passer ce type de message facilement et au niveau des plus jeunes, des petits jusqu'au lycée? J'avais jamais connu un message de transition qui n'était pas si facile à faire passer. Alors je sais pas si le numérique sera plus facile que les autres. À mon avis, il sera un peu plus dur que les autres, parce qu'en fait, ils ont vécu, enfin, ils ont une culture numérique qui est tout à fait différente de la nôtre. En fait. Et nous, on a connu des sites web, eux, ils ont connu quasiment que des apps. Enfin, c'est des mondes numériques qui sont différents, en fait. Et j'ai des amis professeurs où on se rend compte qu'avec le confinement, on s'est aussi rendu compte que des apps, parfois, ça ne comprennent pas, on n'a pas les codes d'envoi d'un email, en fait. Où tu as tout le corps du mail, en fait, qui est dans l'objet du mail, enfin, parce que c'est pas leur monde en fait. Et du coup, c'est aussi compliqué les amener là-dedans tant que ça ne rentre pas dans une prise plus globale. En fait, c'est pour ça que moi, quand je parle du numérique, on parle avant tout de l'anthropocène, on parle de l'empreinte générale. Après, on va parler de l'infrastructure et après, on parle des usages. Parce qu'en fait, il faut comprendre tout ça. Parce que là-dessus, je pense qu'on commence tous à égalité, c'est qu'on a aucune idée de comment fonctionne le numérique, généralement. Et du coup, il faut apprendre tout ça. En fait, c'est pas de se dire je vais culpabiliser mon enfant parce qu'il regarde 6 heures par jour Netflix. Ça, on peut le faire. Il y a des questions plus d'hygiène, peut-être du numérique à traiter. Mais déjà, le faire comprendre ce qui se passe lorsqu'il utilise un mobile connecté, en fait, c'est vachement important parce que personne ne sait. Donc, en fait, c'est dur d'aller contraindre l'usage d'un enfant, d'un adolescent, sans qu'il sache pourquoi, en fait. Enfin, je fais une grosse généralité, mais en tout cas, je pense bien mon point principal, il faut apprendre la matérialité du numérique. Et sinon, il faut laisser réparer son écran tout seul. Voilà. Moi, je voulais juste dire que sur Brest, il y a donc une recyclerie
qui s'appelle donc Un peu d'air et qui organise, alors avec le confinement ça va un peu bouger mais ça va reprendre comme ça, une fois par mois un Hyper Café. Et aujourd'hui on peut même aller là-haut, donc elle est installée à côté du Super U de Kéréderne. Et donc on peut aller là-bas, alors il faut regarder sur le site, mais donc normalement le samedi matin, une fois par mois, on pouvait aller aussi sur place. Et sinon, donc le Hyper Café se tiennent en fait dans des maisons pour tous, enfin dans des lieux dans la ville. Et donc il y a effectivement toute une partie de réparation de petits électroménagers, mais aujourd'hui il y a aussi de la réparation d'informatique, enfin d'ordinateurs, sur le smart c'est encore un peu, sur le téléphone un petit peu moins, mais les ordinateurs sont réparés, on peut acheter des ordinateurs d'occasion. Donc voilà, ça existe et c'est sur Brest et ça fonctionne. Oh. Et si vous cherchez des bons ordinateurs, vous prenez les offres pro en fait. Enfin, si vous cherchez un truc durable, les IBM, ThinkPad, des trucs de bureautique que tout le monde a eu au moment donné, en fait c'est ultra durable. Enfin, y a les imprimantes aussi, pareil, c'est une escroquerie, enfin c'est un cartel des imprimantes. Tandis que les imprimantes pro de bureau, ça c'est indestructible quasiment. Donc en fait, il faut aussi, parfois l'offre pro, pour aller choper pour prendre son matériel personnel, est parfois intéressant. Et l'autre chose intéressante plus pour prendre un point de vue de sciences humaines et sociales sur le sujet, il y a un même mentor qui s'appelle Nicolas Nova, qui est anthropologue, et notamment qui est spécialisé dans le numérique, et qui a écrit un livre qui est sorti très récemment qui s'appelle Smartphone, une enquête anthropologique, et qui a pris le point de vue de savoir qu'ils ne savaient pas quel était cet objet, et c'est d'aller observer l'usage des personnes à Genève, à Los Angeles et au Japon, pour essayer de comprendre quel est l'usage du smartphone. Et c'est très important parce qu'en fait ça va remettre beaucoup de cartes sur la façon dont on perçoit le smartphone. Et c'est intéressant aussi d'en faire un objet moins technique et un objet plus social. Et donc de laisser aussi les sciences humaines et sociales s'emparer de ça. Et aussi, par rapport à ce que vous disiez, il a aussi écrit un autre livre très productif, cette personne, sur les Hyper Cafés comme lieu d'innovation, qui sortira dans quelques temps, je crois. Voilà. C'est bon? Et bien, merci à tous. Juste avant de partir, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, il y a un atelier qui est organisé demain matin, je ne sais pas si elle a la place. Oui, pour les citoyens du climat, oui. On peut s'inscrire quand même, même si c'est un peu fermé. Et sinon, juste dans la suite, un petit peu des réflexions qu'on a eues ce soir, pas seulement sur la question de transition, mais sur les questions de design. Le 14 octobre, au Centre social de Cléon-Brien, on organise une autre conférence dans le cadre des cultures numériques sur le design libre. Donc on retrouvera aussi des préoccupations qu'on a eues ce soir sur les Creative Commons, le partage des connaissances, le design, comment on réfléchit sur ces questions-là, mais pas seulement sur les questions de design aujourd'hui numérique, mais globalement. Voilà, je vous remercie, et puis je vous remercie aussi pour les contributions dans les échanges et le dialogue après le débat. Merci à vous et à bientôt.